Bienvenue sur cette vidéo de rapport de bataille sur Kings of War version 4. C'est My Nickname qui vous parle. Quelques petites choses avant la vidéo. Quand j'ai fait l'enregistrement de cette dernière avec mon téléphone, il se trouve que le microphone de mon téléphone était très encrassé et que du coup le son de ma voix était vraiment très peu audible. J'ai donc retraité, le son de ma voix par IA avec, la seule IA qui arrivait à faire quelque chose d'à peu près compréhensible. Donc vous aurez une très jolie voix d'IA féminine pendant les vidéos du rapport de bataille. Les présentations de listes sont faites avec un autre micro, donc vous aurez ma vraie voix, mais voilà, ça va vous changer un petit peu. Et je vous rappelle aussi que j'organise les 14 et 15 mars un tournoi en 2300 points sur 2 jours, 6 parties à Bourges, chez moi, enfin pas tout à fait à Bourges, à Saint-Douchard. C'est une ville qui est juste à côté de Bourges, à l'occasion d'un festival du jeu qu'on organise avec mon association La Charge des Figurines. Il y a donc d'autres petits tournois qui auront lieu et des stands aussi pour pouvoir jouer à d'autres jeux. Ça reste quelque chose qui est à taille humaine. On aura un petit tournoi The Old World, un petit tournoi peut-être Alchemy, peut-être aussi un petit Shatterpoint. Mais on est sur un festival qui est sur une taille relativement légère, dans une salle qui est très bien insonorisée, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'inscription est gratuite puisque nous ne payons pas la salle, que les lots seront fournis, par le budget de notre association. Ce sera des petits lots, on sera sur un montant de lot autour de 50 € la totalité des lots, donc ce sera très léger, mais ce sera voilà, tranquillement quoi. Pour la nourriture, ça se ferait, soit on commande, des pizzas le jour J un petit peu à l'arraché, soit on part plutôt sur une auberge espagnole où chacun peut apporter un petit peu ce qu'il veut. Il y a des frigos sur place et puis, voilà, si chacun fait, un petit plat vite fait, on peut tous manger ensemble tranquillement sans se prendre la tête. Donc un tournoi à petit budget, il y a juste à trouver le logement sur Saint-Douchard ou sur Bourges. Et j'en fais la publicité parce que c'est les 14 et 15 mars et pour le moment, j'ai exactement 4 inscrits seulement à ce tournoi alors qu'on est sur, on a ouvert à 18 places, je crois. Dans ces 4 inscrits, il y a moi notamment, donc très peu de gens ont dû voir passer ou sont disponibles peut-être. Et voilà, si jamais vous voulez venir à un tournoi qui est potentiellement, très potentiellement qualificatif master dans le centre de la France, pas très loin, du Mouton Noir où vous avez l'habitude d'aller, hésitez pas à vous inscrire sur le T3, ça s'appelle La Grande Charge V1 et il y a aussi un channel dédié sur le Discord de la communauté Kings of War. Pour le tournoi du Mouton Noir, je suis en train de voir avec Scholl si on peut le caser cet été. J'ai pas encore de retour, donc j'attends de voir comment ça va se passer de ce côté-là aussi. Mais hésitez pas à venir parce que si vraiment j'ai pas grand monde, on passera en tournoi une journée, hein, parce que voilà, à 4 personnes là, ça va être un petit peu compliqué. J'aurai peut-être quelques personnes localement aussi, mais c'est pas voilà, on va pas être super nombreux, donc hésitez pas. Il y aura peut-être des petites restrictions spécifiques à ce tournoi. Je pense à 2 choses. Je pense que peut-être une petite règle supplémentaire sur les pions butins. Quand une unité porte un pion butin et qu'elle décide de faire un withdraw, elle devra lâcher son pion butin. Ceci pour éviter quelques abus qui existent sur certains scénarios butins avec, des logiques de prendre le pion au tour 1 et de partir en withdraw derrière et après, bah, le scénario est gagné de toute façon, quoi. Donc ça a beaucoup trop d'impact, enfin le choix du tour 1 a beaucoup trop d'impact. Du coup, il y a cette petite chose-là que je pense ajouter et peut-être aussi, comme je l'avais fait l'année dernière sur le tournoi du Mouton Noir, faire en sorte qu'une unité dévastée qui a déjà survécu à un Douglas ne puisse pas survivre à un deuxième Douglas si elle est à nouveau dévastée. Voilà, ce sera les 2 petits ajustements que je ferai potentiellement, qui me paraissent, intéressants. Et voilà, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite bonne vidéo et profitez bien de ma voix devenue très féminine. À très bientôt.
Bonjour à tous, on se retrouve pour une partie de Kings of War V4. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. D'ailleurs, j'ai une vidéo V3 que j'avais tournée avec mon ami Thomas et que je n'ai pas publiée. Je la publierai quand même histoire d'eux, mais j'ai complètement oublié. Et maintenant qu'on est en V4, ça a un peu mon intérêt, mais je pense que je le ferai quand même. On fait donc ce premier rapport de bataille en V4. Nous sommes en 2300 points et nous avons des Toadkin contre des ogres. La liste Toadkin, je l'ai volée à silence parce que j'aimais bien sa liste. Et puis la liste Orcs, c'est une liste assez classique. Je vais vous présenter ça dans quelques instants. Nous sommes donc sur des listes en 2300 points. Voici la liste ogre de mon adversaire. C'est une liste que, à la base, j'avais préparée pour faire jouer à notre cher Joris. Une liste ogre très très classique qui est très orientée sur le corps à corps. On est sur 14 poses pour 22 PU de puissance unité. On a Gros Kakamok, alias Gros Kakamou, comme j'aime bien l'appeler. Gros Kakamok qui coûte la peau du cul, 245 points, mais qui tape vraiment très très fort. Et surtout, il permet de passer les siège breakers en spécialiste et non en support, ce qui permet de pouvoir mettre autre chose à la place en support. Et ouais, Gros Kakarok avec ses 7 attaques à 3+, Blast D3, Force 3 brutale. Ça, il fait très très mal. Hein. Il casse des briques, quoi. On a ensuite deux petits berserkers bully, un avec la lame de lacération, l'autre avec la mass of crushing. Qui pareil sont raisonnables en points par rapport à ce qu'ils font. Ça tape assez fort, ça motive, donc ça peut charger assez loin avec le wild charge des 3. Donc on a vraiment 3 héros qui sont là pour faire de la motivation, mais qui sont là aussi pour taper. Ils sont pas là pour faire juste de la figuration. Ce qui a des défauts de la liste, parce que du coup ça oblige à les rendre, ça oblige à les impacter dans le jeu. Et du coup, quand ils meurent, logiquement, on perd aussi des motivants. Donc voilà, c'est un avantage et un inconvénient. Au niveau des corps, on va avoir 2 régiments de chasseurs qui ont l'intérêt d'être vitesse 7, d'avoir le Pathfinder, le petit entrave qui va bien, un petit Slayer D6 qui peut servir de temps en temps. Ils sont pas trop chers, ils tapent pas si mal que ça. 18 attaques à 3+, force 1 brutale, c'est quand même pas mal du tout. En plus, avec les ordres de commandement, on peut leur donner élite, donc ça commence à taper un petit peu correctement, on va dire. Leur seul défaut, c'est qu'ils sont défense 4, donc ils sont potentiellement sensibles au tir. Mais pareil, on a un commandement pour leur donner furtif potentiellement, donc plutôt une unité qui est bien fichue, qui combote bien avec le reste de l'armée, je trouve. 2 troupes de guerriers, parce que les troupes de guerriers, ça coûte pas cher, et puis c'est assez solide, et ça tape un petit peu quand même, donc pourquoi se priver? Ensuite, on va avoir 2 troupes auxiliaires de Red Goblin Scout, donc c'est de la cavalerie vitesse 10 agile, qui sont là plutôt en seconde ligne pour pouvoir potentiellement gérer des trucs un petit peu rapides qui pourraient arriver, ou se mettre potentiellement en première ligne comme écran aussi. Ils sont assez intéressants depuis qu'il n'y a plus les crocodogues dans l'armée ogre. C'est un des moyens de lutter contre les choses un petit peu rapides qui cherchent à vous encercler, donc je trouve plutôt pas mal. Ensuite, on a la force principale de l'armée. Ça va être 3 régiments de siège breaker avec leur 18 attaques sur du 3+, force 2 brutale. Leur petit big shield leur donne défense 6 sur la face, un moral qui est pas déconnant, un coup en point qui est pas si cher que ça fondamentalement. Donc là, ça fait 3 pavés qui tabassent très très fort et qui sont pas simples à sortir. Donc c'est vraiment la grosse force de l'armée. Et enfin, en support, 2 petits Red Goblin Blaster qui sont un petit peu chers par rapport à ce qu'ils étaient avant. Ils ont quand même pris 15 points dans la gueule. Hein. Mais ils font toujours autant le taf en seconde position parce que ça reste pas cher. Ça peut
scorer, et quand ça tape, et ben, ça peut potentiellement taper très fort, puisque 3 attaques qui sont Blast D6, Brutal 1, Force 3, et ben, ça peut faire des trucs qui sont assez exceptionnels, hein. C'est très aléatoire. Et quand ça prend un flanc, bah, ça fait très 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 mal aussi. Donc c'est vraiment un truc à pas cher qui on laisse toujours une menace, quoi. Donc on va pas trop engager d'unités trop chères là-dessus, parce que si jamais ça rate, on peut faire tomber une unité à 300, enfin pas 300 points parce que j'en joue pas, mais des unités à 250 points peuvent facilement tomber par ce petit 80 points, quoi. Donc voilà. En seconde ligne, ils sont très très bien. Donc une liste vraiment qui se joue plutôt groupée logiquement, avec les chasseurs qui vont être dans les parties un petit peu plus terrain difficile, et puis le reste qui reste très très groupé ensemble. Ma liste à moi, qui est une liste Elfes du Crépuscule que j'ai entièrement volée à Silence. C'est une liste qu'on a jouée dans la semaine d'ailleurs sur Universal Battle 2. Et j'ai trouvé bien foutu, j'ai à peu près les figues pour le faire avec quelques proxys, hein. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas la jouer, elle est plutôt sympathique. En héros, on part avec un navigateur qui va avoir une banner of command pour pouvoir avoir un dé supplémentaire pour ses commandements, sachant que les commandements en Elfes du Crépuscule, ça va être de mettre potentiellement un des 6 attaques en moins quand sur certaines de nos unités quand elles se font attaquer, donc si et c'est l'adversaire de lancer le D6 quand il nous attaque. Donc en gros, on va cibler une unité qui peut être ciblée par ce sort, enfin ce commandement, et sur un 5+, l'adversaire aura un des 6 attaques en moins quand il va attaquer pour chaque unité qui va attaquer cette unité-là. Bon, quand c'est une attaque, c'est pas grand-chose. Quand c'est 6 attaques, ça peut changer beaucoup de choses. C'est assez sympathique. Bon, c'est sur un 5+, donc c'est pour ça qu'un petit banner of command est toujours pratique. Le petit navigateur a aussi la règle Savage, qui lui permet de donner, si je ne m'abuse, vicieux à une unité alliée qui est typée Darkskin, donc Elfe du Crépuscule, à 6 pouces autour de lui. Donc voilà, ça remplace l'ancienne aura que le navigateur avait. C'est moins fort que l'aura parce que c'était une aura. Là, on cible juste une seule unité. Donc c'est moins fort, mais bon, ça reste un motivant à pas trop cher qui a l'utilité autre que de juste motiver, ce qui n'est pas toujours le cas dans les armées sur les porte-drapeaux. On a ensuite 2 Summoner Crones, donc des magiciennes, toutes les deux montées sur Shadowmere pour pouvoir être assez rapides, vitesse 9. Et elles ont toutes les deux un sort chacune. Il y a un petit Banchant sur l'une d'entre elles et un petit Barskin sur l'autre pour pouvoir à nouveau jouer sur cette idée de réduire les dégâts de l'adversaire sur certaines de nos unités. On va parler donc des corps. Donc les corps, ce sont ceux qui vont pouvoir bénéficier du Savage du navigateur et qui vont aussi pouvoir bénéficier de l'ordre de commandement qui leur permet de retirer les attaques aux attaquants qui tapent sur cette unité-là. Sachant que le deuxième ordre de commandement, lui, se fait sur un 4+, et il permet de donner Dread à n'importe quelle unité. Non, c'est sur un 5+, je dis des bêtises, sur un 5+. Donc voilà. Le corps de Corsair Fleetwarden, donc 2 hordes de phalanges à 30 attaques, 4+, force 1, élite, potentiellement vicieux avec le navigateur, avec un moral qui est correct, une défense qui est à 4+, donc ça reste correct aussi, même si c'est assez fragile au tir. Au corps à corps, ça fait un peu plus peur. Donc des bonnes hordes qui tapent assez fort, qui ont un bon impact sur la map. En plus, vitesse 6, donc ça peut aller facilement assez loin. On est obligé de s'en méfier. Derrière, on va avoir 2 régiments de Voidwalker. Donc là, on tape moins fort, hein, parce qu'on n'a pas la force 1. On est toujours sur du 4+, on est toujours élite. La particularité de ces unités-là, c'est que ça a de l'entrave. On est donc sur 2 régiments qui, de par leur entrave, peuvent comboter avec l'ordre de commandement qui permet de réduire le nombre d'attaques des adversaires. Ça peut comboter aussi avec le Barskin, donc ça peut faire finalement au corps à corps des espèces de fausses enclumes
qui sont pas si simples que ça à sortir. Donc c'est un truc assez intéressant, je trouve. Puis c'est pas cher, quoi, 120 points. Donc pourquoi se priver? Ensuite, nous avons 2 troupes de fantômes, donc les bons vieux fantômes classiques, volants à 10. Ils ont perdu le agile, ils sont plus chers qu'avant, mais ils restent toujours bons dans leur rôle, c'est-à-dire de pouvoir servir potentiellement d'écran, de contournement, de trucs pour aller bloquer à droite à gauche, pour aller scorer en fin de partie. Ils sont vraiment multifonctions. Ils commencent à être un petit peu chers pour ce qu'ils font, on va pas se mentir, mais ça reste intéressant dans la liste. Ensuite, nous avons 2 régiments de mutants qui sont devenus vraiment pas chers parce qu'ils ont perdu le Strider et qu'ils ont perdu aussi pas mal de combos possibles avec d'autres éléments de la liste. Mais ça reste quand même 20 attaques à 3+, charge fracassante de élite, donc quand ça tape fort. J'en ai un sur lequel j'ai mis les bots bien sûr pour qu'ils soient pas gênés. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On peut dire aussi que le wall charge maintenant a été modifié. Maintenant on désigne une cible qu'on voudrait charger, on lance le dé, et si le dé passe, on peut charger. S'il passe pas, on peut pas charger. Et on ne peut rien charger d'autre. On peut juste faire un mouvement autre, mais ne pas charger. Ce qui est, je trouve, nul, honnêtement. Je trouve que ce changement de règle a très peu de sens. Mais bon, voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Ensuite, on va avoir un petit peu de volant, on va avoir un Void Lurker, un titan en support, qui est pas cher, quoi. 230 points pour un truc qui tape globalement comme un dragon. Un peu moins qu'un dragon parce qu'il a une charge fracassante, donc il tape un peu moins fort. Il a que 4 de défense, ok. Mais bon, il a une petite régénération 5+, puis bon, 230 points pour avoir un volant qui peut potentiellement faire pas mal de dégâts, c'est pas mal, je trouve. Ça le rend plutôt intéressant. Pardon, j'ai pas mal d'allergies qui reviennent en ce moment. Et ensuite, 2 Gordrake. Alors ça, c'est des unités que je n'ai jamais vues ailleurs que dans les listes de silence. Mais je les trouve particulièrement intéressants sur cette V4. On est sur des volants à 180 points qui sont quand même morale 17, défense 5. Alors bon, ils ont que cette attaque, ils volent K8, mais on reste sur du Mé 3+, force 2, Strider vicieux. Ça tape pas très très fort, mais ça reste un peu solide. Ça vole pas très très loin, mais ça reste Strider, donc c'est assez comment dire, c'est assez régulier, quoi. C'est assez fiable, voilà, sur ce que ça peut faire. Donc je les trouve plutôt pas mal. À ce tarif-là, je trouve que c'est intéressant. La question se pose entre prendre les Gordrake ou prendre des Soul Flayers, sachant que les Gordrakes coûtent 180 points, les Soul Flayers 185. Ils n'ont pas tout à fait la même utilité. Les Soul Flayers vont taper plus fort, puisqu'ils ont 12 attaques. Mais les Gordrakes vont être plus solides. Et il y a le petit Strider qui fait qu'on peut les utiliser un peu plus partout. Je trouve que c'est un bon compromis, le Gordrake. Enfin, je trouve que les deux se valent. C'est deux unités qui sont différentes. Dans cette liste-là, je trouve que les Gordrake ont leur place parce que le petit Strider permet d'avoir un endroit où on sait qu'on va gérer les terrains difficiles grâce à eux et grâce aux mutants qui va avoir les bots là. Donc je trouve pas ça déconnant. 14 poses, 27 de PU, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez correct par rapport à la norme de ce qu'on peut découvrir dans cette V4 en 2300 points, qui tourne en général dans ce type de puissance d'unité. Il y a des armées qui montent beaucoup plus haut, mais on est sur du spam de petites hordes à pas cher, ce genre de choses. Ce qui est pas, enfin, toutes les armées peuvent pas le faire, donc ça reste correct. Et voilà pour la présentation des listes. Je vais jouer avec mon ami Kevin Feuergantlet qui a beaucoup moins joué à Kings of War ces derniers temps. Il s'est plus recentré sur Star Wars Légion. Pas Shatterpoint, oui, pardon, excuse-moi. Star Wars Shatterpoint. Et bon, il joue encore un petit peu de temps en temps, mais voilà. Et puis la V4, il la connaît pas tant que ça. Il a fait quelques parties, donc on va aussi avec lui, on va voir un petit peu les règles ensemble.
On n'a pas encore tiré le scénario, mais on va faire ça tout de suite. Et on va se retrouver une fois le déploiement fait. Ah, je vais quand même vous présenter vite fait les armées. Donc, mes elfes du crépuscule, on va avoir ici les 2 régiments de Void Walker. On a là les 2 hordes de Fleet Warden. Ici, les 2 régiments d'une temps. Là, on va avoir les 2 troupes de fantômes. Le navigateur qui est une navigatrice. Ici, on a les 2 Summoner Crawl montés. Et derrière, au centre, on a le Void Walker. Puis, de chaque côté, on va avoir les Gordrake. Pour les ogres, nous avons ici les 2 bouts de feu. Nous avons ici les 2 guerriers, les 1, 2, 3 briseurs de siège derrière. Là, on a proxysé chasseurs avec 2 trolls. Ici, on a proxysé les gobelins avec 2 chiens. On les fait ça comme ça. Et ici, on a Gros Galkamok et les 2 brutes qui sont par ici. On se retrouve après le tirage du scénario et le déploiement. Nous avons donc tiré le scénario Invasion. Donc, c'est à la PU qui va se trouver de l'autre côté de la table à la fin de la partie pour savoir qui va gagner. Au niveau des déploiements, Kevin s'est déployé de façon assez céleste, assez logique pour des ogres. On a les briseurs et les chasseurs qui sont en première ligne, là, tout le long de sa première ligne, avec des chasseurs particulièrement qui sont sur le terrain difficile ici. On a derrière, on va avoir des petites unités qui traînent là. On a des gobelins. Les autres gobelins sont l'autre flanc. Les petits guerriers derrière ici. Des bouts de feu aussi en arrière. On a Gros Galkamok en centre ici. Et on a une brute de chaque côté. Donc, le choix de mettre les entraves et les grosses défenses devant et toutes les petites unités derrière pour peut-être se protéger éventuellement des volants, ce genre de choses qui vont arriver. On va voir ce que ça va donner. De mon côté, sur l'endroit où il n'y a pas trop de terrain difficile, j'ai mis les 2 hordes de Fleet Warden, les mutants qui avaient, qui n'ont pas d'objet, le Void Lurker. Là, on a le navigateur ici. Au centre ici, j'ai mis les 2 petites unités qu'on entrave et la Summoner Crown qui a le Barskin. Et sur mon flanc droit, j'ai une petite force de frappe un peu plus conséquente avec 2 fantômes, 2 Gordrake, les mutants avec le Strider, enfin la Body Chargers, pardon, et la petite Summoner Crown qui a la Mélopée du Fléau. Donc voilà, je suis un peu plus étalée que Kevin sur cette map. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, Kevin a eu le premier tour. Enfin, il a décidé de jouer en premier, celui qui a le jet de dés pour choisir. Et il s'est avancé à... là, il fait donc une ligne qui s'avance tranquillement, avec toujours en arrière de quoi essayer de se défendre si j'essaie de le contourner. Et moi, de mon côté, j'ai pris position un petit peu par ici. J'ai ramené le navigateur plutôt par là parce qu'il était un peu éloigné et il ne motivait pas grand-chose. J'avais déjà de quoi motiver ici, donc je l'ai rapatrié un peu plus loin. Là, au centre, j'ai avancé un tout petit peu ceux qui ont de l'entrave. J'ai déplacé aussi un petit peu le Void Lurker de façon à ce qu'ils puissent regarder un petit peu ce qui se passe par là. Et là, sur ce flanc, on a été beaucoup plus agressif puisqu'on a avancé... les fantômes, les moutons, les Gordrake, on a avancé tout ce qu'on pouvait. Ce flanc qui embête un petit peu Kevin, puisque c'est là que c'est un peu ma stratégie, hein, c'est de mettre pas mal de trucs rapides et costauds ici pour pouvoir essayer de le déborder. Sachant qu'en défense ici, il a quelques trucs, mais c'est pas si simple que ça, quoi. Il a ces petits gobelins là, on a vu sur les fantômes, qui peuvent essayer de les charger potentiellement, mais bon, il y a aussi un Gordrake derrière, donc... c'est un choix, ça peut me ralentir un petit peu, faut voir. Je dois avoir des trucs qui sont à portée de ces chasseurs aussi là potentiellement. Sachant aussi que j'ai placé mes ordres de commandement des 2 ici sur ces 2-là pour avoir le 1 des 6 attaques en moins des adversaires si je me fais attaquer et c'est passé sur les 2 régiments. Donc voilà ce que ça donne.
Et voilà, je l'entoure et puis lui, il joue un peu plus en blob. C'est assez logique sur ce match. Un petit oubli, j'ai lancé Barsking avec la Chronicity sur le régiment qui était là, spécifié 2 PV supplémentaires. Tour 2 de Kevin, donc il a continué à avancer son blob en essayant de faire en sorte que je puisse pas trop le charger à droite à gauche. Ici, il a adopté une attitude plus défensive, pareil, pour essayer de faire éviter de trop se prendre de charge. Alors, j'ai pas tout vérifié encore, mais il y a peut-être des choses que je pourrais faire. Je sais pas, faut que je vois. Ici, il a préféré prendre la charge avec ces petits gobelins qui étaient là. Il a fait tout le tour pour venir taper dans les petits fantômes. Il a quand même fait 3 dégâts, ce qui est pas déconnant. Mais ils sont pas morts, ils sont toujours en vie. Ça va peut-être me ralentir un petit peu. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Si j'arrive à déborder par un bois ou pas. On verra bien. Petit point de règle, changement V3, V4. J'ai le Gordrake et le mutant ici qui regardent s'ils peuvent charger éventuellement les briseurs qui sont ici. Le Gordrake, il n'y a pas de souci, la ligne de vue sans souci. Et en fait, les mutants ont aussi une ligne de vue, mais c'est un Gordrake devant. Ça fait hauteur 5, 3 plus les 2 des mutants. Devant, j'ai à hauteur 5. Et maintenant, comme la ligne de vue ne se fait pas du centre, mais du côté des unités, j'ai une ligne de vue sans problème. Les mutants sont charge féroce D3 et vitesse 7, donc ils chargent entre 15 et 17. Pour les charges féroces, maintenant on doit désigner sa cible. On doit lancer un dé pour voir si la charge passe. Si elle passe, on est obligé de la faire. Si elle passe pas, on peut faire tout mouvement sauf une charge. Sur son tour, Kevin avait essayé de faire une charge avec son petit perso ici. Sur les fantômes qui étaient là, il a raté sa charge, donc il a fait un autre mouvement. Moi là ici, je suis pile à 15 des briseurs, j'ai pas besoin de lancer des parce que forcément ce serait une réussite. Tour 2 des elfes du crépuscule. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a rajouté le Gordrake au petit fantôme pour dégager les petits gobelins. On les a défoncés, ce qui est assez logique. Ici, la charge du Gordrake et des mutants qui étaient là sur les briseurs de siège, grâce à une mélopée en plus, ont réussi à sortir les briseurs. On a envoyé des petits fantômes ici, bloqués le bout de feu, on lui a fait 3 dégâts. Là, le petit régiment, on l'a rapproché un peu. Lui, on l'a mis dans le décor. On a mis un petit barsking dessus. De ce côté-là, on a reculé pour être hors de portée de charge des briseurs. Ici, les mutants se sont déportés. Le navigateur s'est mis de façon à pouvoir motiver tout le monde. Et il a mis son commandement à des dégâts attaquant moins sur la horde de Fleetwarden. Et là, on avait un petit flanc que Kevin nous a laissé sans le voir sur les chasseurs avec le rôdeur du vide. Et bon, on l'a pris. On a fait 10 dégâts, c'est ça, 11 dégâts 10 dégâts. Ça va pas tuer les chasseurs, ça le met un petit peu tout seul là-bas, mais il n'y a que les chasseurs qui peuvent le taper a priori de ce que je vois au niveau des angles. Donc voilà, on a tenté voir ce que ça donnait. Bon, voilà, on déborde un petit peu sur le flanc, mais derrière, il a quand même pas mal de choses en défense qui vont pouvoir me bloquer et tout. On a aussi un gros Gakamok. Bon, l'avantage, c'est qu'il est en terrain difficile, donc il sera gêné pour une charge, donc il fera peut-être un peu moins de dégâts que d'habitude, mais ça tape fort quand même, gros cas. Donc, faut voir comment ça va se passer avec sa contre-charge, faut voir ce que donne son bout de feu, faut voir un peu tout ce que ça donne tout ça. Et puis voilà, ça va décider de beaucoup de choses, je pense. Tour 3 des ogres. Ici, il est venu bloquer ma horde avec sa petite cave qui a quand même réussi à faire un peu de dégâts malgré le phalange. Ici, il est venu taper avec ses chasseurs. Il avait 6 attaques en moins à cause de mon ordre de commandement. Il m'a fait 5 dégâts. Là, il s'est positionné pour pouvoir derrière impacter autant que possible. Il a ramené aussi son petit bout de feu par ici pour surveiller un peu ce qui se passe ici. Là, je me suis fait un petit peu avoir. J'étais sur le flanc là, des chasseurs. Et en fait, il y avait des petits guerriers derrière qui avaient aussi qui avaient un flanc sur le rôdeur du vide. Avec l'angle, j'avais pas bien vu, mais ici, il y avait un flanc. Donc, du coup, je me suis fait gangbanger le rôdeur du vide par les chasseurs qui se sont remis droit et les guerriers qui sont venus sur le flanc.
qui ont bénéficié en plus d'un petit ordre de commandement élite de Gokakamak par ici. Donc, l'ordre du vide, il n'a pas survécu longtemps, il s'est fait déglinguer. Là, ici, il a envoyé ses guerriers qui étaient par ici sur le Gordrek, où il a réussi à faire 3 dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Là, il a envoyé Gros Kakamok et son berserker Bully sur les mutants. Il a déglingué les mutants. Et puis là, son bout de feu a tapé les fantômes. Le bout de feu n'a pas touché. Donc, le bout de feu n'a pas explosé, n'a pas touché, il n'a rien fait. Donc, il est toujours là, il va falloir qu'on le gère. Mine de rien, on a perdu quand même les mutants ici et l'horreur du vide ici. Ouais, c'était une purée d'envoyer l'horreur du vide tout de suite. J'aurais dû attendre un petit peu. J'ai vu un flanc, j'y suis allée. C'est un petit peu le côté, tu vois un flanc, t'y vas. Mais en fait, peut-être pas, quoi. Après, j'avais pas vu le flanc ici. Mais ceci dit, rien qu'avec ses chasseurs et le élite, de face, il m'a déjà fait 14 dégâts, quoi. Donc, dans tous les cas, le rôdeur, il était mal barré. Donc voilà, et bon, on va voir ce que ça donne. De mon côté, on est sur un tour 3 des elfes du crépuscule. C'est un tour 3, je crois, fou, hein. Il me semble que c'est ça. Attends, Gordrek. Premier tour, il va là. Deuxième tour, fantôme. Troisième tour, il est là, ouais, c'est ça. C'est plutôt pas si mal que ça. Il y a à peu près tout ce qu'on a voulu faire qui a fonctionné. On a les fantômes qui étaient ici, qui sont partis charger la petite brute berserk qui est là, qui permet de bloquer le cycle contre qui est à côté au passage. On a les fantômes qui étaient sous mélopée de Simon derrière, qui sont débarrassés du bout de feu. Le bout de feu n'aura pas pété. On a le Gordrek qui était ici, qui s'est rajouté à ce Gordrek-là pour taper les guerriers ici. Ça a tenu de tomber les guerriers, notamment grâce au Dread, l'ordre de commandement Dread que j'ai réussi à mettre sur les fantômes ici. Ici, on a chargé les chasseurs, donc on les a chargés à -2 parce que du coup on était gênés et entraves. Mais on a réussi à y tomber quand même. Et puis voilà, ça s'est très très bien passé. Les mutants sont partis charger la petite brute parce que la brute, ça faisait envie, comme c'était une seule motivant du coin, donc j'y suis allée. Ça a fait 12 dégâts, ça a réussi à le tuer. Là, bien sûr, en contre-char, on a tapé les petits, on a tué les petits, la petite cavalerie. Ici, on a profité du vicieux du commandeur, dans le navigateur, pardon. En contre-char, en tapant du coup sur du 5 contre les chasseurs, on a réussi à leur faire 9 dégâts, je crois, ou 8, 9 dégâts. 9 dégâts, mais comme ils ont plus de motivants, on a fait derrière on a fait suffisamment sur un seul jet de dépôt et on a dû faire un 10, je crois. Donc, ils sont morts, ça les a one-shot. Et pour information, on a le commandement qui donne un essai d'attaque en moins sur cette unité-là. Et ici, on a un Barsking 3 qui a été lancé de la Synchron Kit ici. Donc, plutôt pas mal, hein. On a tout ce qu'on a tapé, on l'a tué. Donc, extrêmement rentable. On va pas se mentir, c'est un peu plus compliqué pour les ogres maintenant. Tour 4 des ogres, il y a des trucs qui se sont bien passés, d'autres pas du tout. Ici, on a les guerriers et le bout de feu qui sont venus charger en gêner des Voidwalkers. Et ça n'a fait que 4 petits dégâts, hein, parce qu'avec l'entrave plus le gêner, ça n'a pas fait grand-chose. Ici, les fantômes se sont pris Berserk plus Gros-Kakaba, parce que de toute façon, ils ne pouvaient rien faire d'autre. On a fait juste Gros-Ka, il a fait plein de dégâts, mais Kevin a fait un Douglas. Et voici la tête de quelqu'un qui a fait un Douglas. Voilà. Donc, et ça, c'est le Douglas. C'est qui est resté en V4, hein, tel qu'il était avant. Bon, voilà. Et ici, il s'est posé la question plusieurs fois de ce qu'il faisait, parce que statistiquement, il y a rien qui était sûr, quoi. Il pouvait taper les mutants et taper la horde ici, mais il n'aurait pas tué la horde. Les mutants peut-être, mais du coup, voilà. La seule chose qui était potentiellement possible, c'était de mettre les 2 régiments de briseurs sur la horde qui était ici, qui avait pris que 1 PV. Mais avec le commandement, on avait fait la stat, il était dans autour des 16 dégâts à peu près. Mais bon, il a réussi à faire un peu plus que ça, et du coup, il a réussi à les tomber. Mais c'était pas à gagner, hein. Il y en a un petit 50-50 pour que ça ne passe pas.
Sachant que si ça passait pas, on arrêtait de jouer ce tour-là parce que ça s'arrête pas. On arrêtait à ce tour-là parce que ça servait à rien de continuer. Je me voyais planquer avec les mutants ici, puis avec la horde ici, donc enfin voilà, il n'avait plus vraiment aucune chance de scorer. Mais là, comme c'est passé, ben, on va continuer à jouer, on va voir ce que ça va donner. Fin de mon tour 4. Au centre, les petits guerriers se sont pris un flanc de Goldrake, en plus des deux petits régiments qui étaient devant, donc ils ont été dégommés. Là, le Berserker Bully s'est pris un flanc de fantôme sous Mélopée, plus les fantômes dévastés devant, ça l'a dégagé. Le Goldrake a pris le flanc de Gonkakama qui a fait quelques dégâts, mais pas suffisant pour le tuer. Par contre, ici, tout s'est bien passé. Les mutants ont réussi à one-shot de face les briseurs. Surtout parce qu'il n'y a pas de motivant. Hein. Je fais des dégâts qui sont pas gigantesques, mais il suffit d'un bon moral et ça tombe. De ce côté-là, on était en élite vicieux, force avec les bonus. On a mis quand même un petit barking et l'ordre de commandement pour être des attaques en main parce qu'on pensait vraiment pas du tout tuer. Et en fait, on l'a tué, on a fait pas mal de dégâts, presque 12 dégâts, mine de rien, sur 30 attaques, c'est pas mal du tout. Alors, il y avait unité vicieux, donc c'était ça qu'à jouer. Et après, derrière, un moral correct, et du coup, ça tombe. Donc, on va s'arrêter sur ce tour 4, puisque Kevin n'a plus aucune chance de faire grand-chose. Parce que Gronka, là-bas, il peut peut-être tuer un truc, il arrive à se faire déglinguer de tous les côtés. Donc, fin de cette partie, qui s'est quand même pas mal joué sur les dés. Il y a eu des bons jets de dés de mon côté à certains moments. Et après, je pense que t'es trop venu vers moi, en fait. Je pense que t'aurais dû d'attendre que je vienne sur toi. Je pense que t'avais aimé faire un espèce de beau bloc qui était pas mal. Ta petite ligne de défense derrière était pas déconnante non plus. Mais je pense que t'as trop avancé, je pense que t'aurais dû camper, en fait. T'aurais dû tranquillement camper en blob ici, là, et me laisser m'empaler dans toi plutôt que de venir. Parce qu'à partir du moment où t'es venu, tu m'as laissé de l'espace. Je pense que ça m'a aidé à isoler tes unités et à les déglinguer, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que les briseurs, peut-être deuxième ligne. Oui, t'aurais dû mettre les guerriers devant et mettre les briseurs derrière. Ça te permettait d'envoyer les briseurs en écran, enfin pas les briseurs, les guerriers en écran, et derrière d'avoir des briseurs qui tapent à pleine force. Là, finalement, tes briseurs ici, tes deux que t'avais là, ils ont peiné à aller au corps à corps. Ils ont tapé juste à la fin pour tuer une horde, quoi. Et après, ils se sont fait déglinguer. Alors que t'aurais mis les petits guerriers devant, tu faisais taper les guerriers plus vite, il y a peut-être d'autres possibilités, ouais, c'est possible. Et puis garder ta cave aussi en réserve derrière, un peu plus éloigné peut-être pour pouvoir taper un éventuel volant qui passerait derrière, ou ce genre de choses. Après, la liste de séances, elle est pas mal, hein. Franchement, elle fonctionne bien, elle combote bien. Elle est intéressante à jouer, donc elle prend très très cher s'il y a des tirs parce que, les seuls trucs qui ont une grosse défense, c'est les deux Gordray qui sont pas furtifs, donc il est très très haut, donc ils s'en prennent plein la gueule. Tout le reste, c'est la défense 4. Il y a un petit peu de furtif sur les fantômes, mais sur le volet de leur cœur, mais tout le reste, au moindre tir, ça peut se faire ébranler facilement, quoi. Enfin voilà, c'était ce premier rapport de bataille V4 qui se termine sur un 4e tour, ma foi. Et j'en ferai une vidéo bientôt pour reparler un petit peu de la V4. Ça va t'en faire un petit rapport à l'occasion. Au plaisir.